Bonjour tout le monde, et je suis vraiment ravi d'être avec vous, même si mon incompétence grandit à grande vitesse, puisque je m'investis uniquement sur la santé en ce moment, et donc je perds progressivement un certain nombre de repères, mais je garde de temps en temps quelques connexions. Je ne cherche pas, mais je suis un des experts de l'accident du Venezuela, et je viens de finir la certification du 380, donc c'est encore mes derniers repères que j'ai en tête, avec quelques leçons qui sont intéressantes, et donc je vais vous lancer tout de suite dans un parcours que vous n'aurez pas de mal à suivre, parce qu'il vous paraîtra, au début en tout cas, d'une immense trivialité. Alors, la première chose, vous voyez le risque des activités humaines, vous voyez le risque, une fois tous les 10 vols, on casse l'avion, une fois tous les 10 millions de vols, si on était à 10-7, on casserait l'avion. L'aviation civile est particulièrement performante. Bon, c'est une porte facile à enfoncer, surtout quand on la compare aux activités telles que celles qui m'intéressent actuellement, le risque médical. Un malade sur 1000 rentrant à l'hôpital va mourir d'une erreur médicale. Donc on est dans un autre monde quand on passe dans le domaine médical, et vous avez de ce côté-là beaucoup à leur apprendre. Je ne sais même pas si c'est du domaine de ce qu'ils peuvent apprendre. Et par contre, regardez quand même les détails d'un certain nombre de choses. Vous verrez trois choses qui sont très importantes sur ce schéma. La première, c'est qu'il ne faut pas grand-chose dans le changement de l'activité pour qu'on dégrade très vite, puisqu'il suffit de chartériser, c'est-à-dire finalement d'avoir la même exploitation sur les mêmes avions, dans les mêmes compagnies, mais avec une instabilité de la destillation, des aéroports qu'on fréquente moins, des rotations qui sont un petit peu différentes pour qu'on perde un facteur 10 quand on est excellent. Pas tout à fait, alors suivant les statistiques, on est entre facteur 3 et facteur 10 suivant les années. Mais en tout cas, on perd sévèrement, ne serait-ce qu'en chartérisant, ce qui est quand même surprenant puisque c'est la même activité. Et alors, si on passe sur d'autres moyens de locomotion aérienne comme les hélicoptères, on chute vertigineusement parce qu'on perd un facteur 100 à toute vitesse, bien qu'on soit encore bien meilleur que, évidemment, la médecine. Mais là, ce que je voudrais vous attirer comme remarque sur ce schéma, qui est vraiment encore plus pertinente que celle que je viens de faire, c'est que, iriez-vous dans l'Himalaya monter le Kakakorum? Levez la main ceux qui seraient capables de le faire dans cette salle. Une personne. Bon, je suis heureux pour cette personne, mais si elle est là, c'est qu'elle n'y est pas allée souvent, puisqu'il y a un risque sur 3 de mourir quand on va monter dans l'Himalaya. Le Kakakorum. Et vous avez 3 statistiques qui sont importantes. Une chance sur 10 de mourir quand vous montez les l'Everest, une chance sur 3 de mourir quand vous montez le K2, et une chance sur 3 d'être survivant quand vous êtes allé 3 fois en Himalaya en expédition. Statistiques cumulées sur l'ensemble du monde. Donc vous êtes dans une activité de folie, littéralement de folie. Pensez-vous que ces gens soient mauvais en termes de compétences? Bien sûr que non. Ce sont des gens exceptionnels. Exceptionnels. Parce que quand on va faire le K2, je peux vous assurer qu'on est entraîné et qu'on est bon. Et la leçon que je vous demande de tirer de ce schéma, elle est fondamentale. La compétence des gens est complètement déconnectée de la sécurité du système. Et que quand on est sur la droite, on a des gens exceptionnellement compétents qui ne sont pas réglés par le système et qui prennent des risques qui les tuent. Et quand on est sur la gauche, on est avec des gens qui ont moins de compétences, parce qu'ils sont très réglés par le système, mais qui évidemment assurent au système sa sécurité en tant que stabilité. Et on reverra ça parce que c'est un fil rouge très important à comprendre en termes de stratégie globale. Les cow-boys, comme on pourrait dire en médecine, les gens qui ont une capacité à faire ce qu'ils veulent avec une compétence qui leur est propre, sont finalement pas les éléments qui construisent la sécurité d'un système, au sens d'une entreprise ou d'une logique qui est celle d'une moyenne de risques qu'on veut assumer. Et vous avez quand même un moment où vous avez dans l'entreprise des cow-boys qui sont vraiment géniaux et dont vous tirez la quintessence à condition de ne pas les enfermer trop dans le carcan. Puis si vous serrez le carcan, vous homogénéisez petit à petit le système et vous effacez les cow-boys. Et du coup, ces cow-boys qui sont capables de gérer l'exceptionnel, vous d'une certaine façon, vous les bloquez. Alors, next. Vous
un exemple de ce que ça veut dire de façon concrète. Vous avez là 3 systèmes de technologies différentes sur les technologies d'ailes. Vous avez en bas les ailes primitives. Donc vous savez que bon, le problème de la contrôlabilité de l'aéroplane et de la stratégie de construction des ailes, c'est évidemment un problème qui mélange traînée et portance, avec l'idée d'être le porteur au maximum avec traînée minimale. Si vous traînez, vous consommez, etc., vous avez tous les inconvénients. Si vous portez au maximum, vous avez beaucoup d'avantages. Alors les ailes primitives, les ailes jurassiques, alors évidemment le dessin est quand même pas tout à fait conforme à la réalité, c'est des ailes qui avaient une portance très réduite, une traînée considérable, mais un avantage certain, c'est qu'elles étaient pilotables très au-delà de la zone d'optimalité, et vous continuez à pouvoir, avec un bon handling, mais il fallait être un bon pilote, hein. Mais avec un bon pilote, on s'en sortait avec encore une bonne fraction de temps derrière le niveau d'optimal. Puis après, on est passé aux ailes des années 90, des ailes déjà assez optimisées, et vous voyez qu'on a réduit d'une certaine façon la section qui est contrôlable par un humain, même cow-boy, après le niveau optimal de fonctionnement de l'aile. Et puis maintenant, on va arriver aux ailes supercritiques du futur, et en gros, il n'y a pas de place pour les cow-boys, parce qu'il n'y a pas de contrôlabilité une fois que vous avez passé l'optimum. L'optimum, vous l'atteignez par l'ordinateur, et derrière l'optimum, vous perdez le contrôle. Point. Terminé. Vous pouvez être cow-boy, vous pouvez être entraîné tant que vous voulez, vous perdez le contrôle. Alors, la logique, si vous avez un accident de demain avec un avion comme ça, et que les gens viennent voir le spécialiste des facteurs humains en disant « mais venez m'aider, il faudrait faire quelque chose, parce que ces pilotes, hein, ils ne savent plus vraiment faire grand-chose. Quand on a des soucis avec la machine, ils ne récupèrent pas. » La seule réponse sensée que dira un type du facteur humain, c'est « mais vous avez construit un système qui, de toute façon, n'est pas résilient. Il ne peut plus supporter l'exceptionnel, donc si vous voulez vraiment avoir une utilité de votre système humain derrière, revenez au système d'avant. Mais ne gardez pas celui-là, parce que celui-là, par construction, il n'est pas résilient. Par construction. La résilience, c'est d'une certaine façon la construction de l'exceptionnel. Alors je vais vous prendre un autre exemple pour que vous compreniez bien à quel point l'aéronautique a fait un choix de non-résilience. Vous êtes un système qui n'a aucune résilience. Vous n'êtes pas du tout adapté à l'exceptionnel. En première ligne. En ligne économique, c'est un peu différent. Je vous ferai un commentaire après. Dans les années 90, on a eu 2 accidents majeurs sur des overbanks à 32-33 degrés involontaires. Décollage de Roumanie sur un 300 et puis un autre, peu importe. Donc l'équipage distrait, faisant autre chose, peu importe, on ne va pas commenter ce qu'il faisait, en tout cas ne s'en étant pas aperçu, a pris un overbank qui a grandi, et puis quand ils se sont retrouvés avec l'évidence qu'ils étaient en overbank, vous savez que comme nos otolithes ne sont pas très sensibles à une prise très douce d'inclinaison, ils s'en sont aperçus quand même avec un gros décalage, qu'ont fait les 2 équipages, les 2 cas qui sont arrivés, ils ont appuyé sur PA. Ils n'avaient pas mis le PA, ils ont appuyé sur PA. Et ils n'ont pas eu de chance, parce que c'est les machines de cette époque, mais c'est toujours le cas, ont une limite de réenclenchement qui est 30 degrés sur le 300, donc vous avez une limite, si vous avez un overbank qui fait 33 degrés, vous ne pouvez plus rentrer en PA et avoir l'espoir qu'ils recapturent l'avion et qu'ils le remettent droit. Et ils sont limités à appuyer sur ça, et puis l'avion est allé au sol. Donc, alerting bulletin, enquête, analyse, et alors, décision. D'abord, diagnostic. Bon, diagnostic trivial, hein. On a des problèmes parce que les gens sont devenus incompétents. Trivial, le diagnostic. Et donc, réunion au plus haut niveau, JA, avec Airbus, avec les compagnies. Il y avait des gens de votre compagnie, il y avait d'autres, à IATA, et dans d'autres secteurs. Décision d'un système très sûr. Vous me direz, si les gens ont manque de compétences, c'est simple, il faut les entraîner. Donc on va mettre en place un entraînement spécifique aux manœuvres exceptionnelles. Réponse négative. 1. Coût. Si on fait des entraînements aux manœuvres exceptionnelles alors qu'on a fait le choix de passer sur des avions automatiques, etc., on va garder l'expertise qu'on avait avant, plus l'expertise qu'il faut acquérir sur ces machines. C'est un tiers de temps de training en plus. Qui va payer? Donc il y a des gens autour de la table qui ont dit qui va payer? Qui va payer? Et qu'est-ce qu'on va gagner? Parce qu'on va gagner quoi? On va gagner à entraîner des gens à être des cow-boys. Et si c'est des cow-boys, ils vont nous faire la manœuvre quand ce n'est pas nécessaire. Et au bilan, on va peut-être pas gagner tant que ça. Parce qu'on va gagner pour les 2 cas où on avait vraiment besoin qu'ils sachent,
mais on va peut-être avoir 10 cas où ils vont le faire, où on n'avait pas besoin qu'ils le fassent. Et solution, pas d'entraînement dédié à ça. On va demander aux ingénieurs d'Airbus et aux ingénieurs de Boeing, et on va faire un tour des popotes des autres manufacturiers, pour qu'il y ait une protection électronique de plus, et qu'on puisse récupérer ce genre de choses par un outil électronique, mais on ne va pas perdre du temps à entraîner. C'est ça la réponse d'un système ultra sûr. C'est l'inverse de la résilience. On ne veut pas garder ça. Vous avez un modèle résilient, c'est les pêcheurs. Je vous rappelle que c'est l'activité humaine la plus dangereuse du monde. 1 sur 100 meurt chaque année. 1 sur 100 meurt chaque année. Donc si vous prenez la compagnie, comptez les pilotes, vous faites la même proportion, vous voyez le nombre de morts que ça représente. La sécurité totale d'une entreprise qui est la somme de la sécurité mise par les règles et de l'expertise que vous laissez chez les gens. Mais l'expertise, c'est ce qu'on appelle la résilience, que vous laissez chez les gens, elle n'est vraiment très bonne sur les événements critiques que si les gens sont exposés à des événements critiques. Et le problème, c'est que dès que vous mettez des contraintes, vous n'exposez plus les gens aux événements critiques, donc vous perdez de l'expertise sur les événements critiques. Ainsi est construit l'aéronautique, qui fait le pari qu'elle peut dimensionner des tubes, dans lesquels il y a bien sûr des événements, mais le tube est complètement dimensionné, et on n'apprend que le tube. Et on l'apprend à tout le monde. Et on s'autopolice à l'échelon mondial pour ne jamais sortir du tube. Alors c'est vrai aussi que, et j'en terminerai là, next, paradoxe de la résilience, si vous êtes artisan, la composante réglée toute petite, la sécurité, c'est votre expertise à vous. Si vous êtes dans un système réglé, la composante, c'est le règlement et votre expertise à vous est moins importante. Et malheureusement, next, on ne sait pas faire les deux à la fois aujourd'hui.